le déconventionnement pour les nuls, sauf votre respect bien sûr. Les enjeux expliqués simplement. On va attendre 2 petites minutes le temps que peut-être d'autres personnes arrivent. Juste, je suis curieux pour faire connaissance avec vous. Qui est grimpeur de falaise en extérieur régulier? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc, à peu près une moyenne de tout le monde, hein, bon, à peu près. Et qui travaille dans le milieu de l'escalade, peut-être en enseignant, peut-être dans d'autres milieux. Ok. Ouais, aussi, alors oui, excuse-moi, je me compte, hein, je suis moniteur d'escalade par ailleurs. Qui est bénévole dans des associations en lien avec l'escalade? Ok, ouais, donc on a un public impliqué. Merci d'être là. Merci également à vous, chers invités, d'être là. Donc je vais vous présenter et puis vous compléterez hein, si j'oublie quoi que ce soit. Donc j'ai directement sur ma gauche Bénédicte Cazenave, secrétaire générale de la FFCAM, juriste de profession, n'est-ce pas? Et tu t'es beaucoup intéressé à la question de la responsabilité des enjeux des risques en milieu naturel. C'est exact? Exact, effectivement, depuis longtemps. C'est surtout avec ma casquette de juriste que je suis là aujourd'hui. Encore que s'il y a des questions sur la FFCAM, j'y répondrai volontiers. Merci Bénédicte. À la gauche de Bénédicte, nous avons Jean-Claude Grand, président du CT, donc comité technique FFME 13. Ah, pardon, territorial. Comité territorial FFME 13, donc Bouches-du-Rhône, on est sur le lieu des Calanques. Et tu me disais que tu avais été également, tu es un ancien pompier, comment tu disais? Je te laisse prendre le micro qui est juste là. Oui, bonjour, donc Jean-Claude Grand, président du comité territorial, donc départemental, mais on appelle territorial parce qu'il y a certains comités qui couvrent 2 départements, voilà l'explication. Ça répond donc, déjà à une de mes questions. Voilà, des Bouches-du-Rhône, voilà. Et ancien officier de sapeur-pompier au service départemental d'incendie des Bouches-du-Rhône, donc j'ai une connaissance du territoire qui est relativement bonne. Et vieux grimpeur, malheureusement vieux. Et avec l'expérience qui va avec, hein, pas quand même, il y a des avantages, hein, de suite. À la gauche de Jean-Claude, nous avons Rosa Cook, qui est bénévole à la FSGT, donc la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est une association d'éducation populaire et sportive, je ne m'abuse, et qui a plus de 270 000 adhérents et 4 000 clubs, d'après ce que j'ai lu. Pour la section montagne-escalade, on est environ 8 000, c'est ça? Et voilà, et 200 000 en omnisport. Et on a été créé en 1934 dans la lignée du Front Populaire, voilà. Donc une association avec de l'histoire que tu représentes en tant que bénévole. Merci Rosa. À la gauche de Rosa, nous avons Fred Mignet, responsable formation du DE, donc diplôme d'état d'escalade en milieu naturel. Donc on parle de celui qui donne accès à la grande voie, au terrain d'aventure, avec tout le respect que j'ai pour l'autre aussi, DE, celui qui reste en salle. Et donc au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait, donc je suis professeur au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, établissement public du ministère des Sports et de la région Rhône-Alpes, et je suis aussi voisin de bureau avec le pôle ressources nationales des sports de nature. Donc sur les sujets de déconventionnement, j'ai un peu la double casquette de former des pros qui vont investir les falaises et d'être sensibilisés à ces enjeux, mais j'ai aussi les éclaircissements un petit peu et l'accompagnement que peut faire le pôle sur le dossier. Super, une bonne position donc sur le sujet. Donc, bienvenue encore une fois à cette table ronde. On va voir déjà commencer par les bases. Pourquoi ces conventions? Qu'est-ce qui s'est passé au départ et ça part de l'alpinisme. Alors, on va essayer de ne pas se perdre dans les méandres de l'histoire de l'escalade, mais ça part quand même de l'alpinisme, l'histoire des conventions. Est-ce que, Jean-Claude, tu veux dire comment tout ça a commencé? Avec plaisir. Donc je vais essayer de le faire court et simplement, parce que l'histoire de l'escalade, l'alpinisme, on pourra le faire sur la journée, loin de là. Donc on se souvient tous, pour les anciens, que jusqu'au début des années 70, on faisait de l'escalade pour se préparer à faire des grandes courses en montagne, ou au moins dans les grandes parois du Vercors. Cette escalade était une préparation à l'alpinisme, hein, et de fait, les citadins ont développé des falaises autour des agglomérations parce qu'il fallait s'entraîner pour l'escalade et on a développé. Et plutôt que déséquiper en permanence, on a laissé ces falaises équipées. Et équipées à demeure. Et finalement, sans trop se soucier de qui était propriétaire de ces falaises. Sauf si on avait un problème avec ce dernier. Mais si ce dernier disait rien, on ne se posait pas trop de questions. S'il était aux champignons pendant que vous grimpiez, là, vous pouvez le croiser?
Oui, voilà. Bon. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on grimpe, on est toujours chez quelqu'un. C'est le problème. On est soit chez un propriétaire privé, soit chez une collectivité territoriale, commune ou département, ou dans un établissement public, ONF, qui gère les forêts de l'État, ou le Conservatoire du littoral, qui rachète beaucoup de terrain et donc, de fait, des falaises en bordure de mer. Et ça concerne effectivement les calanques. Donc, finalement, il est vrai que ce n'est pas la juriste qui dira le contraire. On a le droit de grimper de partout. Sauf si ce n'est pas autorisé. Mais de fait, on a le droit de grimper à partout. Sauf s'il y a une interdiction de quoi que ce soit. C'est le principe de la démocratie. Hein, Voilà. C'est pas autorisé tant que c'est pas. C'est autorisé Voilà. tant que c'est pas interdit. Par contre, si on a le droit de grimper de partout, on n'a pas le droit d'équiper ou de déséquiper sans l'autorisation du propriétaire. Donc vous avez le droit de grimper sans problème, mais d'équiper ou de déséquiper, bon, pas de problème, sans l'autorisation du propriétaire. Ce qui commence à limiter les choses. Voilà. Alors comment s'est apparu ces premiers cas de propriétaires qui justement demandaient des comptes? Voilà. Donc, pardon ? Les premiers propriétaires qui demandaient des comptes, du coup, par rapport à ces équipements. Voilà. Donc, à la fin des années 70, les grimpeurs, certains se sont rendus compte que finalement, pourquoi aller avoir froid en montagne? C'est si bien de grimper pour le plaisir en restant sur des falaises ensoleillées. Et l'escalade s'est développée à part entière, avec des gens qui continuaient à faire de l'escalade pour aller faire de l'alpinisme et d'autres qui faisaient de l'escalade pour le plaisir de grimper, de faire des voies plus ou moins dures ou tout simplement agréables à grimper. Et ça a été la petite révolution de la fin des années 70 et des années 80. Comme quoi, dans les années 80, il n'y a pas eu que le disco. Tout à fait. Voilà. Donc, dans ces années 80, on a vu fleurir un tas de parois. Parce qu'avant, on allait grimper, comme moi j'habitais Saint-Étienne, et ben, on allait grimper un peu dans les parois du Vercors, mais comme il ne faisait pas toujours très beau, on descendait grimper à Buis-les-Baronnies ou dans les Calanques, qui restait un grand lieu. Puis avec ce développement de l'escalade, de cette escalade libre, on a vu fleurir des falaises un peu de partout. Alors comme Bioux et par exemple Mouriès. Et on voit finalement qu'en développant ce type de falaise, s'est développée aussi une communication autour. Alors bien entendu, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, hein, mais il y avait quelques revues. Les anciens se souviennent des premières revues d'Alpirando, moitié couleur, moitié noir et blanc. Mais en tant que jeune grimpeur, on les attendait avec impatience. Et un jour, des gens s'aperçoivent dans Alpirando qu'il y a une falaise avec de belles lames plantées au milieu de champs, avec des voitures garées au pied des parois et des gens qui assurent, assis dans la voiture, leurs collègues. Autant dire que ça, même sans l'Internet, ça a fait fureur à l'époque. Donc les week-ends suivants, il y avait plein de monde sur ces parois. Pour y accéder, il fallait passer au milieu des champs d'oliviers. Voilà. Donc autant dire que les riverains et les propriétaires locaux n'étaient pas très contents. Bon, merci. Et Jean-Claude, là, tu viens de raconter effectivement l'histoire d'un cas particulier, mais qui s'est répété à plein d'endroits, de comment il commence à y avoir beaucoup de monde au pied des falaises. Voilà. Et pour faire la transition, oui, je t'en prie. Et donc pour faire la transition, il s'avère que les week-ends suivants, on s'est retrouvé avec le maire et ses amis les chasseurs qui interdisaient les accès. Donc à Mouriès, ils ont pris des échelles et ils ont commencé à couper tous les premiers points. Comme le premier point, il était déjà à 4 mètres, le deuxième point devenait assez haut. Voilà. Et de là, pour régler les situations, eh ben, la Fédération française de la montagne, entre autres, et aussi d'autres fédérations, ont mis en place ces fameuses conventions. Ces conventions qui, à la fois, dégageaient une partie de la responsabilité du propriétaire et donnaient l'entière responsabilité à la fédération. Alors il est vrai qu'à cette époque, quand on les regarde maintenant, on se dit, les juristes, ils n'ont peut-être pas été très futés dans cette affaire. Mais 30 ans après, c'est toujours plus facile. Alors, et puis si les juristes étaient toujours bons, on le saurait. Hein. Jean-Claude, j'ai une juriste juste sur ma gauche, là. Bénédicte. Donc effectivement, ça commence par quelques incivilités. Heureusement, le dialogue se rétablit autour d'institutions et autour de la loi pour réguler tout ça. Comment ça se passe, Bénédicte? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, l'équipement et pas seulement le fait de découvrir une nouvelle falaise a amené un public complètement différent, pas toujours respectueux on va dire, des propriétaires locaux. Et donc, il y a eu effectivement cette levée de bouclier de certains propriétaires qui étaient un peu surpris de voir arriver tous ces chevelus et qui craignaient beaucoup que ça mette en cause leur responsabilité s'il y avait des accidents. D'où les conventions passées au départ par la FFME,
dans lesquelles la FFME disait bon ben moi je prends le site, je m'en occupe et je suis responsable de tout. Alors la question de la pertinence des conventions, on l'a vu 30 ans après, parce qu'il y a eu des évolutions et on y reviendra tout à l'heure pour expliquer 20 gros, parce qu'à l'époque, qu'on puisse imaginer qu'un propriétaire de falaise pourrait être responsable de la chute d'un bloc, je crois que ça avait effleuré personne. Et pourtant, dans la loi, il y avait la fameuse responsabilité sans faute. Tout à fait. La loi n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'application qui en a été faite. Est-ce que tu peux expliquer cette responsabilité sans faute qui incombe au propriétaire ? Je pensais le faire tout à l'heure, mais bon, non, mais peu importe. Oui, il y a, depuis 1804, il y a un article du Code civil qui n'a pas changé, qui dit qu'on est responsable non seulement de son propre fait, c'est-à-dire de sa faute ou de sa négligence. Nos actions et nos non-actions. Voilà, mais on est également responsable des dommages qui sont causés par les personnes dont on doit répondre, en gros les parents pour leurs enfants, l'employeur pour ses employés, mais également des choses que l'on a sous sa garde. Alors évidemment, en 1804, quand cet article a été créé, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas, je pense notamment aux voitures. Et l'évolution de ce texte a été vers un élargissement continu pour embrasser des situations que le législateur de 1804 n'avait pas du tout envisagées. Donc la responsabilité du fait des choses, elle existait déjà quand on a commencé à signer des conventions, mais elle avait des contours qui dans l'esprit de personne, ne pouvaient englober des falaises. Mais ça pouvait parfaitement s'appliquer déjà à l'époque. Est-ce que c'est un processus naturel de la loi de commencer avec quelque chose de flou et de vague et de se préciser ou resserrer au fur et à mesure ? Oui, c'est absolument le mouvement général de textes, notamment à l'époque où on faisait des textes généraux. Maintenant, on a des textes qui sont de plus en plus détaillés. Mais à l'époque, on avait des textes généraux qui ont pu tenir plus de 2 siècles, ce qui prouve bien qu'ils étaient suffisamment souples pour s'adapter à des situations nouvelles. Et l'évolution, alors après, c'est un phénomène de société, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a voulu de plus en plus indemniser les préjudices, on a élargi les cas d'application de ce texte qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, même s'il a changé de numérotation. D'accord, merci beaucoup. J'aurais juste une seconde. Madame le juge, je veux dire que finalement, on ne cherche pas forcément un responsable coupable, mais on cherche un responsable solvable. D'accord, oui, qui peut éventuellement payer les dégâts, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez réagir à ce qui s'est dit déjà sur l'histoire de l'escalade et sur la loi, si vous avez quelque chose ? Juste pour dire que la FSGT... c'était aussi une des choses qui lui tenait à cœur de démocratiser l'escalade et de sortir l'alpinisme de l'élite, des gens qui avaient le temps et l'argent, et aussi de l'élite en termes de niveau, parce que du coup, des gens qui n'étaient pas très forts et qui, sans l'équipement des falaises, n'auraient jamais découvert l'escalade, parce qu'il fallait accepter de risquer sa vie et de grimper du très difficile. Et donc du coup, de même que la FFME et que la FFCAM et toutes les personnes qui grimpent finalement ont eu cette même approche. Effectivement, la FSGT a eu un rôle particulier. Donc j'ai là une petite vidéo. Voilà, on va la mettre en fond. Le but, c'est pas particulièrement de la regarder, mais voilà, de montrer que le développement de l'escalade, ça remonte à loin. On a des photos en noir et blanc là, et les premières structures artificielles d'escalade qui sont là également. Et effectivement, la FSGT qui joue un rôle de démocratisation, comme tu l'expliquais, et qui participe parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde, parce que là, on voit là, a priori, une fois qu'on a grimpé ça, on a envie d'aller en falaise ensuite. Donc, ça fait du monde au pied des falaises. Donc, effectivement, la FSGT a vraiment joué un rôle là-dedans. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Fred ? Oui, pour compléter, alors une première chose, c'est ce qu'a relevé Jean-Claude Ancreux, c'est on parle d'une responsabilité civile et non pénale, donc on ne parle pas d'une responsabilité qui mène à une condamnation, à une amende ou à de l'emprisonnement. On parle bien d'une responsabilité qui amène à une réparation financière du préjudice via, évidemment, le système assurantiel. Mais ça, après, Bénédicte, je pense, pourra bien compléter la chose. Sur la partie historique, c'est vrai que ne pas oublier, là, on arrive à 87, les premières conventions, les premières structurations en comités départementaux à l'époque. Et on arrive aussi au début des années 90 à l'intérêt de la collectivité territoriale, parce que c'est important de le poser dans l'historique.
qui vont commencer à travailler avec le milieu escalade pour redynamiser des secteurs ruraux, agricoles, qui ont souffert de l'exode rural. Hein, on a tous des exemples comme les premiers plans départementaux d'équipement de l'Ardèche. Donc c'est vraiment, on parle de popularisation de l'activité, mais qui se fait sur certains territoires avec les collectivités. Pas forcément avec les propriétaires. Dès les années 70. Voilà, mais dès les années 70. Et ça, ce qui sera repris et qui sera conforté dans la logique de développement maîtrisé des sports de nature dans la loi de juillet 2000. Mais ça, on va un peu plus loin dans l'histoire. Est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, qu'on voit vraiment naître les falaises mythiques comme les gorges du Verdon qui deviennent déjà des lieux d'escalade et de tourisme? Non, les gorges du Verdon, là, on est sur des sites historiques. Voilà, les premières voies dans les gorges du Verdon, c'est 68. Voilà, on est à la fin des années 60. L'implication de la collectivité arrive plutôt dans les années 90. C'est l'arrivée de l'escalade sportive, hein, la fusion des deux fédérations, les premières compétitions, la médiatisation et de l'ingé et consorts, ouais. Voilà, etc., etc. Et donc une popularisation qui va aller pratiquer, et donc l'aubaine pour les territoires ruraux de bénéficier de ce nouveau public. Et donc là, ce que j'entends, c'est qu'on a une situation qui est stabilisée avec quelque chose comme une fédération qui dit bon, bah, notre sport est en train de grandir, tout se passe bien, on prend toutes les responsabilités et ça fonctionne pendant un temps. Oui, en précisant quand même qu'il y a beaucoup de falaises qui n'ont jamais été conventionnées et que donc l'escalade dite sportive s'est exercée sur plein de sites où il n'y avait pas de convention. Hein. C'est important parce qu'aujourd'hui encore, après le déconventionnement, ça n'empêche pas de grimper. Et donc, dans le cas de pas de convention, ça veut dire que les propriétaires sont d'accord pour prendre ces responsabilités. Oui, ils ont pas pensé consciemment ou inconsciemment. Ou peut-être pas très au courant du fait qu'en cas d'accident, en cas de réalisation du risque naturel, ils sont quand même responsables de par cette loi, qui, pour citer mon camarade Jean-Claude Grand juste à côté, s'applique du niveau de la mer au sommet du Mont Blanc. Et donc, c'est pas une histoire justement, c'est une histoire d'altitude. Oui, avec quand même un point important, c'est qu'il y a très peu d'accidents qui sont dus à l'équipement. La plupart des accidents d'escalade, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est souvent une erreur du grimpeur. Donc c'est un problème de comportement. Les accidents dus à l'équipement lui-même, ils sont vraiment extrêmement rares. Et ceux qui nous préoccupent en définitive le plus, c'est ceux qui sont dus au milieu lui-même, c'est-à-dire les chutes de pierre et les falaises mal purgées, enfin mal ou pas purgées. Bon, donc il faut quand même relativiser le risque. Pourquoi les propriétaires n'ont pas eu cette levée de bouclier il y a 20 ans? C'est parce que des accidents, il y en a très peu, et des mises en cause de la responsabilité d'un tiers, il y en a également très peu. Et donc ce système fonctionne pendant un moment, et on arrive un peu à un grain de sable qui est, vous en avez peut-être entendu parler, qui est l'accident de Vingros, où là, il y a la fédération est responsable de cet accident et on lui demande de payer une très grosse somme. Oui, dans cette affaire, donc, la FFME avait signé à peu près 1 millier de conventions sur le territoire, ce qui est quand même important. Donc certaines conventions regroupaient 50 voix ou 100 voix, mais certaines conventions en recoupaient plusieurs milliers. Dans les Calanques, j'avais très peu de conventions, et chacune des conventions, par exemple, on avait une convention avec le conseil départemental, c'était 2000 voix, avec la ville de Marseille, c'était 1500 voix, ça vous donne une importance quand même. Donc, la fédération s'est retrouvée avec 1 millier de conventions, et cette affaire Vingros, où la fédération, du moins son assureur, se retrouve à payer 1,6 million. Donc là, l'assureur, il a fait ses comptes. Il s'est rendu compte que depuis des années, il faisait payer une responsabilité civile qui n'était pas très importante. Il a fait ses sommes. Il dit, si je m'en reprends une deuxième, j'assure plus la Fédération française de la montagne. Donc, la FFME s'est retrouvée à faire un choix. Soit elle augmentait le prix de ses licences d'une façon exorbitante, hein, ou soit elle partait dans le cadre d'un déconventionnement. Cette augmentation des licences, on peut se poser des questions. Pourquoi ça aurait été uniquement les 100 000 licenciés de la FFME qui auraient assumé cette prise en charge supplémentaire, sachant qu'en plus, c'est comme tous les prix. Les assurances, si vous augmentez une année, rien ne vous dit que dans 2 ans, ils n'auront pas encore vous augmenter. Donc devant ce choix, et finalement par obligation,
la Fédération française de la montagne et escalade s'est retrouvée à se décider à déconventionner. C'était plus tenable. Et ça partait d'une certaine logique. Parce que quand on essaye d'expliquer à un élu, on lui dit la FFME, elle assure 1000 conventions. Quand on vous redonne la responsabilité que l'on tenait pour votre falaise, vous reprenez 1/1000 de la responsabilité finalement de la FFME. C'est très imagé, mais c'est pour dire. Voilà. Juste par rapport au prix de la licence, que si vous vous intéressez au sujet, vous avez peut-être lu que le prix qui devait être ajouté sur la licence, ça allait de 3 € à 7 ou 10 €. Mais donc le problème n'était pas tant sur ce prix-là que sur ok, ça arrive une fois. Est-ce que ça peut plus arriver, Fred? Est-ce que tu veux prendre la parole là-dessus? Ouais, je suis pas expert du monde des assurances, mais c'est parce que je ramène cette histoire quand même alors le mot est peut-être un peu fort, mais un diktat de l'assurance, quoi. Au final, on parle là d'une activité sportive qui a des bienfaits éducatifs, sociaux, évidents, sportifs, et puis économiques aussi, hein, sur les territoires. Comme on l'a dit, l'implication des collectivités en accord avec le monde sportif pour développer ces pratiques, c'était pour remplir les écoles avec des gamins, voilà, redynamiser un tourisme, etc. Donc on a une pratique sportive d'intérêt général, d'intérêt public, et on se retrouve inquiété, mis en péril, parce qu'il y a une fédé seule qui conventionne, et l'assureur dit on va augmenter votre licence. Donc c'est là où le combat des assurances, en fait, Allianz n'a pas voulu payer à la place d'Allianz, quelque part. C'est les dommages-intérêts qui n'auraient pas été payés à la fin d'une bataille juridique par l'assurance de la fédération. Mais je pose la question aussi à Bénédicte. À mon avis, c'était l'assurance de la personne qui a eu le dommage qui aurait pu en bénéficier. Voilà, on peut imaginer ça aussi dans ce combat d'assurance. Oui, les questions d'assurance sont compliquées. Je pense qu'il faut replacer l'histoire de Vingros et comme l'évolution de la responsabilité dans un cadre plus général qui est un cadre de l'évolution de la société dont nous sommes tous responsables. C'est-à-dire que nous sommes tous assurés. Nous imaginons tous que tout préjudice va être pris en charge et par conséquent, tout ça, ça a un coût. Et les assurances, bon, moi je ne suis pas assureur et je ne suis pas là pour les défendre, mais eux, ils font un calcul économique. Et le calcul économique, c'est qu'effectivement, un sinistre à 1,6 million, comme celui de Vingros, c'est de plus en plus fréquent parce qu'il y a en plus une inflation de la réparation des préjudices dont on est tous à la fois victimes et ou bénéficiaires. Je vais juste vous citer un chiffre. La réparation d'un préjudice important, je parle d'un tétraplégique, ça peut atteindre 6 ou 8 millions. Donc pour un responsable, il a intérêt à être assuré. Bon, ça c'est un point qui me paraît important parce que c'est vraiment un contexte dans lequel personne n'est à l'écart, ni les juges, ni les grimpeurs. Et l'accident de Vingros, c'est un grimpeur qui a fait un procès parce qu'il y a eu une blessure grave. Donc tout ça, on peut pas. Je pense qu'il ne faut pas porter des jugements de valeur, il faut essayer de trouver des solutions. Donc les solutions pour indemniser les victimes, ce qui est la tendance de la société de plus en plus, qui se préoccupe beaucoup plus qu'avant probablement du sort des victimes, il y a plusieurs pistes. On peut imaginer que ça relève d'une assurance privée. Bon, c'est l'assurance individuelle accident. Le problème, c'est qu'elle va serrer par l'argent, ce qui est quand même un peu dérangeant. Et d'autre part, elle est nécessairement plafonnée parce que sinon, ça ferait des primes trop importantes. Donc ça, c'est un premier mécanisme. Deuxième mécanisme possible, un fonds de garantie. C'est-à-dire où on considérerait qu'il y a un risque lié au sport de nature qui devrait être assuré par la collectivité via une ponction sur les contrats d'assurance, que sais-je, comme ça a été longtemps le cas pour les accidents de la route. C'est pas pour l'instant le paysage juridique français. Le paysage juridique français, c'est de s'appuyer effectivement, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, sur la recherche d'un responsable et d'un responsable de préférence solvable. Bon. Donc, le responsable solvable, on est tous assurés en responsabilité civile. Pour des sinistres à 6 ou 10 millions d'euros, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Bon, donc, c'est vraiment, je crois qu'il faut replacer les choses dans ce contexte pour bien comprendre qu'on doit mettre en balance. Et nous, c'est notre rôle, aussi bien en tant que pratiquants qu'en tant que fédération, qu'en tant que responsable. On doit essayer de faire comprendre qu'il y a un équilibre à trouver entre le maintien de ces activités sportives de nature,
dont nous, on est tous convaincus des bénéfices, y compris sociétaux, parce que c'est vrai que ça forme des citoyens qui sont éduqués au risque. Et ça, c'est quand même des choses importantes. Donc sur le plan de la citoyenneté aussi, c'est des choses importantes. Donc ça, c'est un plan qu'il faut qu'on mette en avant par rapport à des logiques économiques, les logiques économiques des collectivités. Qu'est-ce qu'elles retirent de l'escalade, par exemple? Je parle de l'escalade, mais c'est vrai de tout un tas d'autres activités. Et puis la logique assurantielle dont on ne peut pas faire l'économie. Et dans ce contexte-là, donc voilà, je rappelle que le but de cette table ronde, c'est de voir quel est l'état des lieux aujourd'hui, de ne pas chercher à dire ça c'est mal ou ça c'est mieux, ou etc. C'est de comprendre la situation pour ensuite peut-être pouvoir réfléchir dessus, la faire évoluer. Et je voudrais rappeler aussi qu'on en avait parlé, l'accident de Vingros, c'est pas le déclencheur de quelque chose, d'un mouvement comme ça. Ça fait partie d'une évolution globale, hein, c'est ce que tu m'expliquais. Ce qui est déclencheur, c'est la publicité qui en a été faite. Ça, c'est bien sûr, les médias ont un rôle à jouer de ce côté-là, c'est clair. Mais donc, ça a donné une jurisprudence, et effectivement, la question de l'assurabilité de l'escalade en milieu naturel se pose. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? On a un déconventionnement qui est en cours, ça, on est tous au courant. Est-ce que ça veut dire que ces falaises déconventionnées sont vouées à ne plus être grimpées? Apparemment, heureusement, non. Donc, ce qui a été demandé aux présidents de comités territoriaux, ça a été finalement d'aller voir les élus et de leur expliquer qu'on ne voulait plus assurer la responsabilité de la falaise à leur place et leur proposer en plus des contrats d'entretien. Donc, pour résumer, on leur demandait de reprendre une responsabilité et de nous donner un peu d'argent. Reconnaissez qu'il vaut mieux aller voir l'élu quand il est dans de bonnes dispositions là-dessus. Voilà. Ma foi, ça se passe pas trop mal. Il y a quelques cas compliqués. Je vois Mauriès, ils sont là. Ouais, mais nous, l'escalade, on s'en fout, machin, et compagnie. On leur explique qu'il y a des falaises et que bon, ils doivent aussi en assumer la responsabilité. Mais ça se passe plutôt bien parce qu'il y a des départements qui prennent la responsabilité à la place des communes, des intercoms qui prennent la responsabilité à la place de la commune ou de privés. Voilà. Donc c'est de la négociation en permanence. Il y a une chose sur laquelle on n'a pas précisé. La FFME, se retrouvant devant ce contexte, a lancé donc ces deux pistes. Ce déconventionnement, remplacer les conventions par des contrats d'entretien, et aussi essayer de faire modifier la loi de cette responsabilité sans faute. Parce que la responsabilité sans faute, c'est finalement que vous êtes présumé responsable sans qu'il y ait de faute à prouver. C'est ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire changer la loi, hein, et d'essayer que dans le cadre des sports de pleine nature, il n'y ait plus cette responsabilité systématique du propriétaire. Ça a failli se faire il y a un an, en novembre-décembre dernier. C'était passé au Sénat, c'était passé devant les députés. Malheureusement, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour des raisons juridiques un petit peu complexes. Voilà. Et là, c'est remis en route et ça doit être voté par les députés dans les jours qui viennent. Est-ce qu'ils vont voter pour? On est assez optimiste. Il restera encore à passer la case Conseil constitutionnel. Donc le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement que le propriétaire ne sera pas responsable en cas d'accident qui est lié à un risque normal et raisonnablement prévisible. Les aléas naturels. Voilà. Le risque normal et raisonnablement prévisible. Donc là-dessus, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses on peut mettre beaucoup de choses là-dessus. Et qu'il appartient aux fédérations, je pense, d'écrire ce que c'est le risque normal et raisonnablement prévisible, suivant le type de terrain sur lequel on est, de façon à éviter que ce soit les avocats ou le juge qui le décident. Ou encore pire, un expert. Voilà. Oui, je voudrais apporter une précision. Bon, j'ai été juge pendant longtemps. Donc, sur la question de l'appréciation des termes, si le texte est voté tel quel, ce qui n'est pas garanti, et s'il passe l'obstacle du Conseil constitutionnel, ce qui n'est encore pas garanti. Donc, à supposer que la loi soit votée comme ça, c'est vrai que ça ouvre une fenêtre quand même, parce que ça permet la prise en compte du risque de l'activité. Mais d'expérience, je ne pense pas que le juge ait tendance à l'apprécier de façon très large. Donc, risque normal et normalement prévisible,
À l'époque où on parlait de l'acceptation des risques dans les sports de nature, le risque de mort ou de blessure grave n'a jamais été considéré par les juridictions comme un risque normal. Donc je ne suis pas sûre que cette évolution législative soit suffisante. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille aussi dans d'autres directions. On ne peut pas se reposer que là-dessus. Rosa, oui. Et par exemple, je ne connais pas tous les détails, mais je sais que dans les cours d'eau, et notamment du coup pour le kayak par exemple, ils ont une espèce de petite dérogation à cette loi qui fait qu'un propriétaire de cours d'eau n'est pas responsable d'un accident qui surviendrait pendant une pratique de sport d'eau. Donc pourquoi pas la rando, pourquoi pas l'escalade suivrait cette voie. Alors effectivement, c'est un texte du Code de l'environnement qui prévoit une responsabilité allégée pour les riverains des cours d'eau. Il y a une explication juridique à ça, c'est que l'eau est un bien commun, ce qui n'est pas le cas des falaises. Donc c'est pour ça qu'on considère que ceux qui utilisent ce bien commun ne doivent pas mettre en péril ceux qui sont à côté. Mais c'est vraiment une spécificité de l'eau et de la loi sur l'eau. Un élément bien particulier. Fred ? Alors, Vingros a soulevé en fait 2 sujets parce que j'ai été conventionneur avant. J'ai bossé 11 ans en comité en Ardèche. On était le département à avoir le plus de conventions d'ailleurs. Mais on était loin d'avoir conventionné tous les sites. Je me souviens très bien aller voir des propriétaires. Moi, dans ma logique d'ouvrir le site au public, garantir l'accès au site, je menaçais de la responsabilité, de la garde de la chose. Ah, vous êtes responsable. Il vaut mieux signer avec nous. On s'occupe de tout, les gars. Et moi, derrière, j'avais gagné mon petit accès à ma falaise. Tout content. Non, mais c'est vrai, hein. On a joué avec ça. Mais on ne voyait pas le truc. Et là, on se pose des questions de responsabilité liées à un accident finalement de pratique, de défaut d'entretien. Et je rejoins Bénédicte. Là, on va protéger à la rigueur, simplifier la négociation du propriétaire. Donc, ce qui est une bonne chose. Enfin, voilà. Par contre, en termes de responsabilité sur l'écaille qui se décolle et qui crée un dommage corporel très grave... Parce que l'accident de Vingros, c'était donc un bloc qui s'est détaché de la falaise. Voilà, qui a conduit à un traumatisme grave avec des dommages et intérêts qui sont très très élevés, bien sûr. La responsabilité, elle va aller te chercher ailleurs. Je pense, enfin voilà... On ne le sait pas. Comme je dis toujours, moi je ne suis pas juge, heureusement, je suis content, il y a une juge à côté. Là. Mais attention, c'est qui on va aller chercher? Celui qui a signé un contrat d'entretien? Celui qui a équipé il y a 20 ans et qui a complètement oublié, qui n'est jamais revenu, etc., etc. Donc ça, c'est juste des questions qui se posent, mais je dis attention à ce qu'on vend aussi aux pratiquants. On ne peut pas dire accroître le discernement, la théorie du risque accepté, elle disparaît, mais forcément... C'est venez grimper, l'escalade c'est aseptisé, c'est pas dangereux, on aménage des sites, on vend des contrats d'entretien aux collectivités. Moi je dis attention à ce qu'on fait, on n'est pas là pour normer le milieu naturel, on ne saura jamais protéger le pratiquant des aléas du milieu naturel. Moi je crois que l'effort doit se faire sur la formation du pratiquant. Donc juste une petite remarque de grimpeur très pratiquement, quand vous êtes sur une falaise, que vous tapez sur un rocher et que ça résonne. Moi, de nombreuses fois, je me suis dit « Ah, c'est rigolo, mais c'est bon, on est sur une falaise équipée, on passe, rien ne se passe. » Mais la prochaine fois que ça résonnera, je me dirais peut-être « Tiens, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» quoi. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. La formation, elle est essentielle, parce que c'est vrai que le développement de l'escalade en SAE a fait émerger une génération de grimpeurs qui n'ont pas idée des risques du milieu naturel. Donc formation, oui, et aussi et surtout, à mon avis, information. C'est-à-dire que ceux qui vont grimper en falaise sachent que le milieu n'est pas aseptisé, que les chutes de pierre, ça existe, qu'il est absolument impossible d'assurer que le rocher est solide partout. Alors, sur les prises, c'est un autre problème. Sur l'équipement, je pense qu'on peut considérer que celui qui équipe peut être responsable de la solidité de son point. Par contre, sur la falaise elle-même, c'est impensable. Donc ça, il faut que ce soit expliqué et que les gens le sachent. Et en le sachant, on va revenir dans une logique qui se rapprochera peut-être un peu plus de la culture montagne. Il n'y a pas un grimpeur à Chamonix qui ait jamais mis en cause la responsabilité du maire de Chamonix. Sinon, et Dieu sait s'il y a des accidents de montagne dans le massif du Mont Blanc. Sinon, il y a belle lurette qui n'aurait plus de maire à Chamonix, hein. Du coup, moi, je soulève la question de la problématique de grimpe
en SAE, donc en site intérieur et par exemple en salle privée, ou pour faciliter la chose, et ça part aussi d'une volonté de démocratisation, mais tout est déjà mis en place, on grimpe majoritairement en moulinette, et ce qui fait que le jour où on va en site naturel, on n'a pas la connaissance aussi pour évaluer complètement tous les risques. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on essaye de faire, et aussi le FFCAM et la FFME, c'est de reproduire le maximum les conditions naturelles en salle, c'est-à-dire d'apprendre tout de suite aux grimpeurs à grimper en tête, à clipper, à vérifier les points, à les resserrer, à regarder l'état d'un relais, pour, une fois en nature, être capable de même comme en alpinisme d'ailleurs, j'y vais ou j'y vais pas. Faire un nœud au bout de la corde. C'est ça que tu voulais ajouter, Jean-Claude ? Non, je voulais rajouter que ce qui est dit, finalement, ça a des répercussions. Parce que dans le cadre des négociations que l'on a amenées dans les Bouches-du-Rhône, on a une commune, parce que les élus se tiennent quand même informés de ce qui se passe. Et suite au déconventionnement, nous ont imposé des contraintes. C'est-à-dire que le maire, avec son conseiller juridique, ils ont dit, nous, on veut bien reprendre la responsabilité du site. Alors, c'était un site pour les Bouches-du-Rhône, un site moyen, entre 300 et 400 longueurs. Voilà, mais un site quand même intéressant. Voilà. Le maire dit, je veux bien reprendre la responsabilité, mais à condition que j'ai un contrôle, entre guillemets, de la population qui va dessus. C'est-à-dire, il dit, au vu de l'évolution de l'escalade, justement qui se fait par les SAE, on ne veut pas d'une escalade débridée sur la commune. Voilà. De ce fait, ne sera autorisé sur ces falaises que les gens qui disposent d'une licence fédérale, qu'elle soit CAF, FSGT ou FFME, ou étrangère si elle pratique cette activité, et bien entendu les professionnels avec leurs clients. Alors c'est un peu surprenant, mais c'est sûr que son argument, il dit, moi écoutez, j'ai connu l'escalade à travers un club. Dans le club, c'est ce qui vient d'être dit, j'ai appris le minimum de ce qu'est la sécurité. Voilà. Donc, de ce fait, je limite. Donc, il y a un arrêté qui est sorti la semaine dernière. Il va y avoir le panneautage qui va bien. Il ne va pas envoyer sa police municipale faire le tour des falaises. Hein. Déjà que l'employé municipal il a déjà le mal de faire le tour de l'église, il ne va pas aller faire le tour de la falaise. Mais au moins, il est précisé, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, je vois déjà le juge à côté de moi dire « ouais, l'arrêté ne vaut pas grand-chose, je vais arriver ». Mais bon, un arrêté de police me contredira, tant qu'il n'est pas remis en cause, il s'applique et il est valable. Donc, pour l'instant, c'est le cas. Donc, il est simplement dit que vous aurez, si il y a des contrevenants, ils ne vont pas avoir à payer 135 €, parce que je crois que 135 €, tout le monde en aura le bol de payer 135 € maintenant. Mais il est simplement précisé que ça sera de la responsabilité du contrevenant dans ce cas-là. Donc, voilà. on arrive dans la partie de cette table ronde, je te passe le micro juste après, où voilà, on s'intéresse donc aux scénarios possibles. Hein. Je pense que les scénarios possibles pour la suite, mais là, on est sur... qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement. Bénédicte ? Alors ça fait partie des scénarios possibles, puisqu'il y a un maire qui a imaginé que ça allait le protéger. Bon, donc cet arrêté, d'abord juridiquement, à mon avis, il est extrêmement fragile, mais Jean-Claude a raison, tant qu'il n'a pas été annulé à la demande de quelqu'un, il s'applique. Bon, par contre, le risque encouru, c'est celui d'une contravention à un arrêté municipal, à condition qu'il ait été porté à la connaissance des grimpeurs. Or, Jean-Claude et moi, nous sommes dans cette région tous les deux. On sait le sort des panneaux d'interdiction. En général, ça ne dure pas très longtemps. Donc, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais bon, ça peut avoir... Et de toute façon, le fait d'être licencié, ce n'est pas une garantie de compétence. On est quand même bien placé dans les fédérations pour savoir qu'il y a des gens qui prennent la licence uniquement pour l'assurance et qui ne font strictement aucune formation. Et c'est encore moins une garantie d'assurance, puisque l'assurance obligatoire, c'est l'assurance responsabilité civile qui va couvrir la responsabilité du grimpeur par rapport au tiers. Mais s'il se fait mal tout seul, il est couvert par rien du tout en étant licencié. Alors du coup, la question du permis de grimpe, et là, tu disais pour les amendes, Jean-Claude, je me dis, il y a une des fédérations, la plus grande fédération de France, hein, c'est la fédération de chasse, pêche et tradition, et il me semble qu'ils mettent des prunes s'ils n'ont pas leur permis de chasse. Hein. Parce que le permis de chasse est obligatoire.
Alors, c'est peut-être effectivement une autre piste sur laquelle, bon, je pense qu'on est à peu près tous vent debout contre, qui est celle d'un permis de grimper. Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y a un permis de grimper comme il y a un permis de chasse, que tous ceux qui veulent grimper payent une certaine somme et que cette somme soit affectée à l'entretien des falaises. Pourquoi pas? Mais c'est une piste qui, quand même, à mes yeux en tout cas, est pas très sympathique. La pilule serait difficile à avaler, oui, à l'heure actuelle. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des espèces de portillons de péage à l'entrée des sites, qu'il y aurait des patrouilles de policiers qui tournent et qui mettent des amendes? Ça semble quand même difficilement réalisable. Oui, c'est en plus difficilement réalisable. Mais après, c'est une question de volonté politique. Une commune qui voudrait décourager la grimpe, parce que toutes les communes ne sont pas intéressées par le fait d'avoir de l'escalade sur leur territoire. Et encore moins les propriétaires privés, parce que ça ne leur rapporte pas grand-chose. Donc une commune qui voudrait décourager pourrait parfaitement avoir une brigade, comme ça existe d'ailleurs dans les parcs, chargée de faire respecter la détention d'un permis, si tant est que ce soit ce qui soit retenu. Bon, je ne le souhaite pas du tout, et je pense qu'on peut essayer de trouver d'autres solutions, et que ça risquerait d'être un peu la solution ultime. Je pense que c'est un système qui ne protège pas déjà de l'accident, parce que l'accident de 20 gros, c'est un professionnel. Voilà. Donc une compétence reconnue, de plus par l'État, encore mieux qu'un licencié fédéral. Ensuite, prendre une licence fédérale, c'est adhérer à un projet associatif. Là, je suis très heureux, c'est la première fois que je suis assis à côté de 3 fédérations représentatives du secteur de l'escalade, avec des courants philosophiques, de pensée, etc., qui leur sont propres. Et heureusement, nos licenciés ont encore ce choix d'y adhérer ou pas. Les pratiquants ne sont pas obligés d'adhérer à une fédération. Donc là, je vois l'ouverture vers un système un petit peu commercial où après, ça va être venez chez nous, on vous forme mieux que les autres pour aller sur les falaises et on a négocié des exclusivités sur les falaises, etc. Non, mais voilà, les scénarios du pire, on peut tout imaginer si on met le doigt là-dedans. Ensuite, sur la licence payante type chasse, on a été confronté au cas en Ardèche, où à un moment, c'était sur les pratiques de canyon, où les chasseurs-pêcheurs, ils ont dit non, mais les rigolos, là, vous payez pas pour y aller. Oui, mais nous, on ne prélève pas. Eux, il y a la notion de prélèvement derrière, quand même. Donc c'est quand même quelque chose de différent. Et une citation que j'avais entendue à ce moment-là, que je vais vous redire, payer donne des devoirs, la gratuité donne des devoirs, la gratuité donne des devoirs, payer donne des droits. Des applaudissements du public, n'est-ce pas? Merci. Et alors là, on est vraiment sur les, comme vous dites, les solutions qu'on dit du pire. Bon, ensuite, en pratique, je pense que ces solutions-là n'empêcheront pas beaucoup de grimpeurs d'apprécier leur escalade, bien heureusement. Et est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus... alors on m'a parlé un peu de réduction du nombre de falaises, éventuellement. Donc, il faut savoir, comme je disais quand même, qu'actuellement, il y a un bon tiers des conventions qui ont dû, un peu plus d'un tiers qui ont dû être annulées par rapport à FFME. Ça n'a pas conduit à des interdictions marquantes, si ce n'est des interdictions ponctuelles. Je vois, moi, par exemple, dans les Alpilles, quand on avait on n'avait pas reconventionné une falaise du côté de Fontvieille, le maire avait pris un arrêté d'interdiction pour se couvrir, parce que tout le monde continuait à aller grimper. Voilà. Après, on a signé un contrat d'entretien et la falaise est ouverte. Donc, le contrat d'entretien permet de faire passer la pilule. Alors, il a ses limites. Parce que jusqu'à présent, quand on parle d'un contrat d'entretien, c'est-à-dire que ça peut être une fédération ou ça peut être un regroupement de professionnels, peu importe, qui assure ce contrat d'entretien. Nous, FFME, on ne court pas après les contrats d'entretien là-dessus. Surtout que quand vous allez voir une commune, vous êtes obligé vous faites un contrat d'entretien 2500, 2000, 2500 ou 3000 euros. S'ils prennent une entreprise privée, ça va leur coûter 5 ou 6 fois plus cher. Et là-dessus, ça les ferait tiquer pour les communes où l'escalade ne leur porte rien, voire strictement rien. Donc, dans ce cadre-là, on se retrouve dans une situation où finalement, il y a très peu d'interdictions. Les contrats d'entretien couvrent les sites sportifs, donc il est important. Où on a une grande ambiguïté en ce moment, c'est ce qu'on appelle le terrain d'aventure. Voilà. Et vous savez que le terrain d'aventure, alors il est défini c'est ce qui n'est pas site sportif. Donc là-dedans, vous pouvez retrouver aussi bien des falaises de plusieurs longueurs relativement bien équipées, voilà. Ou des falaises pratiquement dénuées de tout équipement.
ce qu'on appellerait vraiment du vrai trad. Voilà. Donc, par rapport au terrain d'aventure, pourtant l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, qui est cette fameuse responsabilité civile, comme elle le faisait remarquer, s'applique théoriquement du niveau de la mer au sommet du Mont Blanc, quelle que soit l'altitude ou l'attitude. La responsabilité sans faute, c'est ça? Voilà, la responsabilité sans faute. Donc là, on se retrouve encore face à une situation qui est liée au fait, et ça, Bénédicte vous le précisera, qu'il n'y a très peu de jurisprudence. C'est-à-dire, comme il y a très peu de jurisprudence, il est difficile de savoir ce qu'un juge décidera. Parce que il est vrai que les voies de Dieu sont peut-être impénétrables, mais alors celles d'un juge... Non, c'est ma fête aujourd'hui, mais c'est pas grave. Effectivement, s'il y a très peu de jurisprudence, c'est parce qu'il y a très peu d'accidents. Je le redis. Bon, une précision sur le terrain d'aventure. Il ne faut surtout pas qu'on s'imagine qu'en classifiant terrain d'aventure, on va résoudre le problème de la responsabilité, parce que ce concept, pour le juge, pour l'instant, il n'existe pas. Bon, par contre, si on parle de questions d'information quant aux sites sur lesquels on se promène et quant aux risques qui leur sont associés, on pourra probablement faire comprendre que l'exigence ne doit pas nécessairement être tout à fait la même que quand on se promène dans un parc aménagé en ville. Bon, alors pour revenir sur une question plus générale de ce qu'on pourrait envisager, moi je pense quand même qu'il faut qu'on soit convaincant. Qu'on soit convaincant à la fois individuellement et institutionnellement, et là je parle pour les fédérations, hein. Je pense que nous avons un rôle à jouer pour préserver cet accès au site, pour préserver ces activités, et que aucun rôle ne va sans risque. Donc moi je pense que nous devons collectivement assumer ce risque, d'autant qu'il est faible. Et par conséquent, c'est la position de la FFCAM. Nous n'avons dénoncé aucune convention. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Bon, je ne sais pas de quoi demain sera fait, hein, mais parce qu'on considère que l'assurance que nous faisons, que nous négocions chaque année, et croyez-moi, c'est parfois un peu compliqué pour ne pas avoir trop d'augmentation, elle est faite justement pour permettre que nous continuions à offrir à tous des activités que nous estimons valables. Voilà. Donc ça, moi, j'y tiens beaucoup. Et je pense qu'il ne s'agit pas de se défausser du risque. Il s'agit de le prendre en compte et de l'assumer. La question qui me vient, c'est par rapport aux professionnels de l'escalade. Est-ce que ça va avoir des impacts, tout ça, dans l'immédiat, pour l'activité des DE, des BE, des accompagnateurs en montagne, Fred? Ouh là là. Peut-être des formateurs aussi. Ouais. Je fais un petit détour et je reviens à la question. L'État a sa part de responsabilité dans la pression qu'il peut mettre aux fédérations et aux acteurs de l'escalade. Hein. Parce que la loi sur le sport de juillet 2000 que j'évoquais tout à l'heure, à un moment, elle demande à reconnaître les sites, leur pérennisation d'accès dans ce qu'on appelle les CDESI, Commission départementale des espaces sites et itinéraires. On va demander une garantie d'accès foncier. C'est ce qu'on demandait aux comités, aux fédérations. Ce qui a incité les fédérations à conventionner. Attends, garantie d'accès foncier, ça veut dire on a le droit d'y aller, c'est ça? Voilà, on a le droit d'y aller. Parlons simplement. Voilà, désolé. Ouais. En plus, le système que demande de développement maîtrisé, c'est que ce soit concerté avec tous les acteurs, naturalistes, autres usagers, etc. Donc à un moment, on s'est retrouvés, les pratiquants, pour faire reconnaître officiellement des falaises, à devoir rentrer dans ce jeu du conventionnement. Aujourd'hui, en déconventionnant, on sort du jeu. Donc on va le transmettre, on va vouloir le transmettre aux collectivités. Et dans les scénarios, les collectivités n'ayant pas la technicité, certaines veulent prendre cette assurance. Le problème, c'est que sur quels critères? Est-ce que ça concerne tous les sites? Et sur quelles compétences elles vont pouvoir gérer derrière? Parce qu'on nous vend de l'entretien maintenant. Donc il y a une espèce de marchandisation en plus derrière d'un marché de l'entretien des sites qui arrive. Donc moi, en observateur, je dis juste attention aux dérives commerciales. Et ça, je reviens sur la formation des professionnels, c'est quelque chose sur lequel on les alerte. Nous, on est quand même porteurs de valeurs. J'ai reparlé, moi, ma mission, c'est dans le code du sport, les pratiques sportives, son intérêt général. Donc moi, je leur dis, dans l'intérêt général et la préservation de vos outils de pratique, attention, vous mettez les doigts. Il y a des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir, des choses peut-être alléchantes. Par contre, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que vous assassinez la pratique libre. Donc ça, premier élément de réponse.
Sur la formation, il y a un autre élément qui est sous-jacent. Je ne vais pas faire de raccourci de lien, mais vous savez que l'escalade, au sens de l'État, c'est une discipline qui est coupée en deux. Mais au sens de la formation professionnelle et des prérogatives de professionnels, j'insiste sur ce point-là, c'est ce qu'on appelle l'environnement spécifique. Vas-y, développe. L'environnement spécifique, c'est en 2009-2010, dans notre mouvance de libéralisation, on va dire, ouverture du marché de la formation diplôme d'État. Okay. Les fameux BPGEPS, il me semble. Non, c'est parce que... Une réforme de filière avec des nouveaux intitulés, BPGEPS, DGEPS, qui remplacent les anciens BE. Oui. Donc, le BE est devenu DE pour nous, voilà, on va en rester là. Ok. Sauf que libéralisation, ça veut dire perte du monopole de l'État sur la formation. Jusqu'à maintenant, la formation était le monopole d'État parce qu'elle garantit la sécurité des pratiquants et des tiers. L'État avait fait le calcul, l'État français, qu'il vaut mieux bien former ses éducateurs sportifs, ça coûtera moins cher à la Sécu et aux services de secours. Je fais des raccourcis, mais voilà, ça donne un peu le sens de la loi. Derrière ça, dans ce marché de la formation, alors en escalade, je ne vous dis pas comme il est énorme, bref, va conduire à une opposition entre, oui, l'escalade, c'est une activité à risque, et l'État doit garder le monopole. C'est ce terme d'environnement spécifique. L'alpinisme, le ski, le parachutisme, la plongée, le canyonisme, la spéléologie sont de l'environnement spécifique. Mais dans les débats, parce qu'il y a un marché de formation derrière, parce qu'il y a aussi c'est aussi rentrer la formation des professionnels, c'est ce qui aiguille aussi l'évolution de la discipline, parce qu'ils sont acteurs du développement de la discipline. On va avoir des séparations en deux. Donc voilà, par exemple, le kayak, c'est environnement spécifique, à partir de la classe 4. La voile, c'est au-delà de 200 miles d'un abri. Alors ça ne me parle pas du tout, ça paraît super loin, mais bref. L'escalade, c'est là où on arrive à cette escalade, site sportif, d'une longueur, et le reste, environnement spécifique. Donc ce qui n'est pas site sportif et terrain d'aventure, il y a aussi une conséquence sur le fait que maintenant on a 2 diplômes d'État. Donc il y a un lien derrière, et forcément, je le dis de manière assez crue, des intérêts liés à cette classification et au classement des sites. Et je le déplore parce qu'il y a des jeunes qui se forment sur 2 diplômes différents, mais là je reçois des gens qui sont formés sur un diplôme et qui, dans la crainte de voir tout basculer en terrain d'aventure, viennent chercher l'autre. Voilà, tu penses que tu appuies sur le fait qu'effectivement, le déconventionnement fait partie d'une évolution globale et sociétale, hein, comme tu disais. Moi, par exemple, là, dans le terme de ce qui est possible maintenant, dans le contexte du déconventionnement, moi, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la falaise d'Autreche, qui est en Bourgogne et qui est gérée par la FFME, donc depuis les années... la FSGT, depuis les années 70-80, et qui est équipée de manière complètement bénévole par des pratiquants de la FSGT, qui n'est à ce jour pas à proprement parler conventionné, et ça marche par la confiance que le maire nous accorde. Donc l'équipement est apporté par la FSGT. Le maire, qui est lui-même par ailleurs agriculteur, prête tout le matos d'entretien. Et nous, on forme dans notre philosophie de formation par les pairs. On utilise cette falaise comme falaise école, et on forme nos pratiquants à l'équipement, à l'escalade en extérieur dans cette falaise. Et c'est un système qui marche complètement. Et voilà, donc ça, c'est une des pistes qu'on pourrait peut-être espérer généraliser sur d'autres sites en France. Alors, j'ai regardé effectivement cette vidéo qui passe sur l'écran. C'est un très bel exemple de développement local et qui permet en plus de faire vivre un collectif, quoi, de souder des habitants ensemble. Donc je vous invite à regarder cette vidéo là sur le YouTube de la FSGT, qui est vraiment très bien réalisée et qui montre un bel exemple. Oui, je voulais rebondir là-dessus. On passera aux questions du public juste après. Ouais. Je te laisse. Oui, effectivement, il peut y avoir des accords avec les communes. C'est ce qui arrive aussi avec des clubs. Des clubs s'occupent plus particulièrement d'une falaise, et ça se fait en bon accord avec le maire. Il faut dire qu'on se retrouve face à des situations plus complexes. Je vois que j'ai à gérer, par exemple, les calanques. Les calanques, c'est 5000 voix. C'est des grands propriétaires, tels que le conseil départemental, la ville de Marseille, de Cassis, de La Ciotat, l'ONF et le conservatoire du littoral. Avec eux, vous ne pouvez pas faire de l'entente cordiale.
hein. Il faut que les choses soient écrites. Et bien entendu, tous ces gens-là n'ont pas envie de prendre non plus trop de responsabilités. Donc de là, on est bien obligé de définir un contrat qui écrit les responsabilités de chacun. Donc pour eux, ça serait simple, c'est-à-dire on veut bien reprendre la responsabilité du propriétaire, mais en écrivant que le propriétaire n'est pas tout à fait responsable. Et vous, en contrepartie, vous prenez la responsabilité de tous les équipements. C'est-à-dire prendre la responsabilité de tous les équipements, ça représente 50 000 points, ce qui est pas acceptable. Et bien entendu, en écrivant, vous continuez comme d'habitude, c'est-à-dire vous en assumez la charge financière. Donc vous voyez, là, on n'est plus dans des accords à l'amiable. On est dans des rapports de force. Donc, et le rapport de force qui est actuellement dans les calanques, c'est de dire, messieurs, la sécurité, c'est bien connu, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et le coût, c'est 50 000 € annuels. Parce que je veux bien entendre qu'il ne faut pas faire à tout prix du contrat d'entretien, à tout prix. Je suis bien d'accord, les choses ont vécu pendant des années comme ça. Maintenant, on se retrouve avec... on ne pourra pas interdire l'escalade dans les calanques, donc je suis tranquille là-dessus. On ne pourra pas. Ils peuvent, mais ça mènerait trop de problèmes. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui fait comme ça, là, c'est pas bon signe. Hein. Juridiquement, c'est possible, mais socialement, c'est difficilement concevable. À Marseille, c'est pas possible. C'est pour ça. Donc, je suis plus optimiste là-dessus. Mais comme quoi, les choses, à un moment, il faut qu'elles soient écrites. Hein, et les accords à l'amiable, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, effectivement, il faudrait une combinaison de grandes solutions, de petites solutions et de moyennes solutions. C'est souvent le cas dans ces problèmes. Un point court ? Vas-y. Oui, sur la question des conventionnements dans les calanques, il n'y aura pas d'interdiction, mais s'il y a une obligation de déséquiper, je vous laisse réfléchir à ces conséquences que ça a. Et on va développer des coinceurs qui se mettent dans les trous des spites. Alors, j'ai une question, monsieur. Parlez fort et je relaye. Il y a un micro normalement. Hein. Il y a un micro. Est-ce qu'on a le régisseur est là avec un micro à faire passer dans le public ? C'est top. Qui c'est qui fait le distributeur de micro ? Pas de régisseur. Bravo, vous venez d'être promu. Il est là. Bravo. Merci. Viens, on va avoir besoin de toi pour faire passer le micro après. Un micro. Est-ce que tu es sûr d'avoir mis en marche le micro C'est bon, je pense. Yes, on t'entend. Merci beaucoup déjà pour cette intervention. C'est très intéressant d'avoir 4 fédés autour de la table et une juriste aussi pour ajouter ce côté juridique. Je voulais revenir sur la notion du risque en fait que vous avez mise en avant tout à l'heure. Moi, je fais partie de ces jeunes qui ont découvert l'escalade en SAE et qui n'ont jamais été réellement formés au risque, excepté quand moi j'ai décidé de partir en montagne avec un guide en fait. Je suis allé faire de la falaise avec des amis qui prenaient pas nécessairement en compte ce risque. Et c'est vrai que ça a créé des tensions dans le groupe parce qu'il y avait vraiment, je sentais qu'il y avait 2 types de personnes. Il y avait les gens qui comprenaient que en fait, c'était pas aussi aseptisé que dans une salle d'escalade, et les gens qui comprenaient qu'il y avait un vrai risque. Et là, quand on voit le business des salles d'escalade qui s'est mis en place ces, je sais pas, 5 ou 10 dernières années, est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer ? J'ai constaté plusieurs fois des situations assez aberrantes en termes d'assurage, etc. Dans les SAE. On se retrouve un peu face à une contradiction de salles qui veulent remplir les salles parce que c'est du business, et en même temps de plus en plus de gens qui veulent découvrir l'escalade et qui ne sont pas accompagnés en fait dans cette découverte. Comment on pourrait aussi faire en sorte que les SAE aient leur rôle à jouer là-dedans ? C'est une excellente question et il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a une demande sociétale du tout sécurité et on voit apparaître aujourd'hui, venez pratiquer l'escalade en toute sécurité, par l'équipement passif, c'est-à-dire la SAE. C'est l'impression que ça donne aux néo-pratiquants. J'arrive dans un endroit, il y a des tapis, je crains rien. Voilà, déjà. Et en plus, dans l'encadrement, ou même des fois, on va vendre le tout sécurité. Nous, on l'interdit à nos moniteurs. Parce que quand on met pratiquer l'escalade avec moi en toute sécurité, ça veut dire qu'on a une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. Voilà. Donc ça, c'est déjà éveiller la conscience de l'encadrant. Sur l'encadrement, il ne faut pas se leurrer. Il faut considérer l'escalade comme un tout. Voilà. Elle va de la petite salle de bloc jusqu'au sommet du Mont Blanc. Et quel va être l'encadrant, quelle va être sa culture de l'activité, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire passer ? Parce que l'éducation du grimpeur, elle n'est pas segmentée, c'est la tendance qu'on a aujourd'hui en émiettant les prérogatives d'encadrement professionnel. C'est-à-dire, pour encadrer en salle, c'est un encadrant de salle. Pour encadrer dehors, c'est un encadrant du dehors, sur de l'équipé, de l'entretenu, du surnormé, etc. Et puis pour aller dans l'aventure, tout ça, c'est encore un autre encadrement. Et c'est là où je pense, on a une tendance
à faire fausse route. C'est que le pratiquant, lui, il n'a pas cette vision-là. Le pratiquant, il faut qu'il soit pris en charge par quelqu'un qui est dépositaire de l'éventail de l'activité et qui, dans sa transmission, que ce soit en salle ou ailleurs, puisse préparer, former. Parce que, en considérant que le pratiquant, un jour, il va vouloir sortir. C'est l'imaginaire encore qu'on a derrière notre activité et je pense, enfin, j'espère qu'on ne le perdra pas. Et notamment dans les salles d'escalade privées, jusqu'à maintenant, moi j'ai quand même l'impression, après n'hésitez pas à me donner votre version aussi, que jusqu'alors les salles avaient été créées et gérées par des grimpeurs qui avaient quand même cette culture du dehors et qui du coup dans leur transmission, dans leur formation, expliquaient quand même un peu ce risque et l'existence de la falaise, mais j'ai l'impression que ça commence un peu à s'éloigner avec l'augmentation de la marchandisation. Par exemple, je citerai pas de nom, mais je suis déjà allée grimper dans une salle d'escalade où ils vérifiaient l'autonomie en sélectionnant des images sur un iPad. Là, clairement, on s'éloigne un peu de la réalité, quoi. Oui, on voit qu'on évolue vers deux types de pratiques. On a certaines salles, ils sont salles, mais leur activité principale, c'est la restauration. Donc, mais on a des salles, c'est comme ça. S'ils vivaient avec c'est de très belles salles d'escalade, de très beaux blocs, des voies bien ouvertes, mais ils arrivent à vivre parce qu'il y a une activité restauration qui marche très bien. Et les gens qui viennent à la restauration, c'est 80 à 90% des non-grimpeurs. Donc, vous voyez, c'est un panachage des jeux. Je ne critique pas, hein, je dis ce qu'il en est. À côté de ça, il y a d'autres types de salles qui prennent un virage au moins quand il y a des sites naturels, qui deviennent en quelque sorte des clubs. C'est-à-dire qu'ils proposent, au-delà de l'encadrement dans la salle, ils proposent des activités en falaise, avec de l'encadrement, bien entendu, professionnel. Donc on voit aussi qu'il y a une évolution de ces salles. Des salles qui fonctionnent dans un système privé et finalement proposent des activités que les fédérations proposent. Bien entendu, sans licence. Donc ils arrivent à tenir les mêmes prix sans avoir à payer la licence. Voilà, c'est juste une remarque, mais je pense qu'elle a son intérêt. Oui. C'est un complément très court. On parle beaucoup de l'encadrement professionnel, des salles professionnelles, mais quand on parle d'encadrement, c'est aussi les rôles des bénévoles. Juste un mot sur... Bon, on n'est pas là pour parler des salles, puisqu'a priori, on était plutôt sur le milieu naturel. Mais ça ne peut évoluer que si les pratiquants eux-mêmes, enfin les consommateurs d'escalade en salle, font bouger les choses. Alors, quand même un rappel, les responsables de salle, ils sont responsables aussi de veiller à la sécurité des gens qui sont chez eux. Hein. Et il y a beaucoup d'accidents en salle. Une autre question? Oui, alors c'est d'abord une première remarque. Bon, il se trouve que historiquement, j'étais très très lié à toute l'évolution de l'escalade dans les années 70. Et j'étais le premier président de la réunification de la FFM avec la FFE, président du comité escalade. Donc j'étais vraiment, j'ai signé le premier plan d'équipement départemental sur la Côte d'Azur, les premiers pas de la participation des deniers publics à l'équipement des falaises qui jusqu'à présent a été financé par les grimpeurs eux-mêmes. Et donc petit à petit, l'État s'y est un petit peu mis, notamment avec l'action de la FFME là-dessus. Bon. Je dois dire que j'ai évidemment très très bien connu Daniel Taupin sur le problème des conventions. Là, je m'inscris en faux avec ce qu'a dit Jean-Claude. Les conventions, Daniel Taupin, c'est lui qui les a créées. C'est lui qui a fait le premier modèle de convention et il les a fait essentiellement pour le problème de la responsabilité sans faute. C'est ça qu'il avait dans la tête. Il savait très bien que pour que le propriétaire accepte qu'on vienne grimper sur sa falaise, il fallait le déchausser de cette responsabilité. C'était totalement conscient dans sa tête. Et donc, la réalité des conventions, c'était justement un moyen de mutualiser ce risque au travers de la fédération qui l'assumait à la place du propriétaire. Et l'outil, c'était la convention. Donc, et la position de la FFCAM là-dessus est d'ailleurs celle-là aujourd'hui. Ils ne veulent pas effectivement dénoncer des conventions parce que c'est la façon aujourd'hui de mutualiser le risque pour l'ensemble des grimpeurs. Et il faut évidemment faire ça. Alors maintenant, pour la suite, tant qu'effectivement, imaginons que la loi ne soit pas modifiée, donc cette responsabilité sans faute, elle existe toujours à présent. Et donc, si un propriétaire prend conscience
Et il le prendra forcément plus, parce que le développement de l'escalade va évidemment entraîner la multiplication des accidents. Il y en aura forcément plus, c'est impossible autrement. Parce qu'on n'échappe jamais, il n'y a jamais de risque zéro. Donc plus il y a de grimpeurs, plus ils vont sur des falaises, plus il y aura des risques d'accidents. Et en même temps, ce n'est pas des accidents dramatiques à chaque fois. C'est des petits accidents du point de vue d'une assurance. C'est-à-dire que c'est assurable. La probabilité est faible, elle est connue. Et en plus, le coût est connu avec le jugement de 20 gros. Donc pour une assurance, il n'y a aucun problème. C'est peanuts d'assurer un truc comme ça. Donc la question, ce n'est pas tellement qui va assurer, etc. La question, en l'occurrence, c'est d'essayer de limiter les effets de cette loi. Alors, est-ce que le changement de loi qui est proposé par le Conseil constitué par le CNOSF là, et qui va être entré en vigueur, enfin qui va être peut-être voté prochainement, en imaginant que ça aille jusqu'au bout, est-ce que ça permettrait de régler un peu la question? Alors, pas nécessairement, effectivement, parce que tout dépend de l'interprétation du risque normal. Et le risque normal, évidemment, tant qu'on n'a pas défini... Alors, je ne pense pas qu'on puisse d'ailleurs le définir explicitement, parce que du coup, ça ne devient plus un risque normal, ça devient une normalisation qui est complètement pas suffisamment floue pour pouvoir en discuter. Moi, à mon avis, la solution, si la loi passe, et je suis pour qu'elle passe, ce serait au niveau de l'ensemble des grimpeurs, des fédérations, une sensibilisation et de créer un pool d'experts. Qui peut définir ce qu'est un risque normal? Les pratiquants. C'est l'ensemble des pratiquants. Les guides, les professionnels, les moniteurs, les grimpeurs amateurs mais éclairés parce qu'ils ont une expérience de 30-40 années, les équipeurs, etc. Et l'ensemble de ces poules-là... Je me permets de vous interrompre pour dire... Oui, oui. Non, mais je termine juste par rapport à ça. Ouais. Et à mon avis, ce serait une solution de permettre de continuer la logique de l'équipement de l'escalade qui a été le fait des grimpeurs, qui continueraient à pouvoir s'intéresser à la gestion de leur lieu de pratique en assumant non pas le risque de l'équipement, le risque de l'équipement, ils l'assument nécessairement, mais le risque de la responsabilité en étant ceux qui seront capables d'aider les tribunaux à définir ce qu'est un risque normal. Alors, du coup, d'après ce qu'il vient de dire, moi j'ai une question, je pense, qui pourrait aller avec ça, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous paraît crédible d'après votre expérience? Non, mais qu'il y ait des gens qui se penchent sur la question de savoir ce qui, dans telle ou telle activité, va être un risque normal, pourquoi pas. Mais reprenons l'accident de 20 gros. Est-ce que vous, grimpeurs, individuellement, vous estimez normal de décrocher une écaille et d'avoir un accident aussi grave que celui qui s'est produit? Je pose la question, moi je n'y réponds pas, parce que je pense que c'est à chacun d'entre nous de le dire. Est-ce que c'est normal dans un site qui est présenté comme étant sécurisé? Alors je ne parle pas d'aller faire ça en montagne. Hein. Là-dessus, c'est clairement oui. C'est clairement oui. Je n'en suis pas du tout convaincue. Non, mais... Je vous invite à ne pas répondre à cette question, parce qu'on en a marre de parler de cotation en buvant une bière après les sessions d'escalade, on pourra parler d'autre chose. Ouais. Juste pour répondre, effectivement, quand les conventions ont été mises en place, elles sont parties dans une idée qui était effectivement de permettre l'accès aux falaises, et ça a marché, même trop bien marché, je dirais. Ce qui est acceptable pour une fédération, c'est quand elle a un nombre de conventions qui est relativement limité. Mais quand on se retrouve avec 1 millier de conventions, le risque assurantiel n'est plus tenable à ce moment-là. En plus, ces conventions, elles étaient faites à l'origine pour les sites qu'on n'appelait pas forcément sites sportifs, mais pour les sites qui étaient à proximité, qui n'étaient pas... Moi, quand j'ai récupéré les Bouches-du-Rhône il y a 7-8 ans, je me suis retrouvé avec des conventions, les conventions où on engageait notre responsabilité sur tout le massif des Calanques, c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'en Vaud, dans le Devançon, il ne devait pratiquement pas y avoir de pierre qui tombe. Donc c'était pas tenable non plus. Ça a tenu tant qu'il n'y avait pas une jurisprudence qui faisait foi. À partir du moment qu'il y a une jurisprudence, il y a l'assureur qui a sifflé la fin de la partie. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres fédérations sportives actuellement, et il doit bien le savoir. Il y a des fédérations qui n'arrivent plus à trouver à s'assurer. Il y a certaines fédérations sportives qui ne trouvent pas à s'assurer. Il y a certains assureurs comme la MMA qui ont été voir certaines communes et qui ont dit si l'activité escalade se poursuit chez vous, je ne vous assure plus. Alors ils ont fait plutôt ça pour se débarrasser de la commune que rien d'autre. Mais comme quoi, il y a aussi un diktat des assureurs et à un moment donné, on est obligé de s'y plier, plus ou moins, entre guillemets. Donc l'idée de dire on se rassemble tous, on crée des fonds qui permettent
effectivement de répondre en cas de décision juridique à payer, pourquoi pas? Mais ça demande à s'entendre. Hein. Déjà que les 3 fédérations, elles ont du mal à s'entendre, alors se faire entendre tous les grimpeurs, c'est autre chose. Hein. Alors, on arrive à la fin. Soit une dernière question ou une dernière réaction. Je peux poser, s'il vous plaît? Monsieur. Je ne suis pas grimpeur, donc ça va être une voix Soyez le bienvenu. un peu différente, mais je suis maire d'un grand site d'escalade qui est celui d'Orpierre dans le sud des Hautes-Alpes. Et donc, en tant que maire, évidemment, je suis passionné par le débat que vous animez, parce que c'est un sujet pour un maire qui est évidemment un sujet premier. Il y a 600 voix, je crois, sur le site d'escalade d'Orpierre. Et comme d'autres sites, nous avons subi le déconventionnement. Nous avons eu un assureur MMA qui nous a continué à nous assurer, et puis qui finalement, au début de l'année, celle qui s'écoule, nous a dit au 31 décembre, c'est-à-dire dans quelques semaines, c'est fini, nous ne vous assurons pas. Donc c'est de la responsabilité du maire, là, du coup, et c'est un élément nouveau, c'est que nous avons, en négociation avec la collectivité, en négociation avec les assureurs, non pas simplement le problème des falaises, mais le global du contrat. Et croyez-moi que du coup, 2 autres assureurs sont venus nous voir pour effectivement nous faire des offres. Donc les assureurs continuent quand même à assurer et à faire des offres malgré le problème de gros. Et deuxièmement, je crois que la préoccupation, c'est effectivement la sécurité. C'est ce que j'en ai compris dans les contacts que j'ai. Nous avons un club qui est responsable des falaises avec qui nous nous réunissons. Nous consacrons 25 000 € par an en prestations faites par les moniteurs, les guides, pour assurer, évacuer le risque maximum, même si on ne peut pas évidemment tout évacuer, mais il y a chaque année effectivement une revisitation de toutes les falaises, et je crois que c'est ça ce qui est important, c'est la responsabilité de la collectivité que de mettre tous les atouts par rapport aux patriciens, de mettre tous les atouts pour qu'il y ait une sécurité, et puis acquérir aussi en tant que collectivité les falaises, parce qu'effectivement quand il y a un tiers propriétaire, ça complique les choses. Merci. Est-ce que vous voulez réagir pour finir cette table ronde? Ouais, alors moi je trouve que tout ça, bon après ça n'engage que moi, mais je trouve que tout ça, ça questionne la question de la propriété privée, de la suprématie de la propriété privée, parce que c'est bien de là que découle le problème. Et je trouve que les Calanques aujourd'hui donnent un très bel exemple de perspective, parce qu'il y a une association qui s'est montée qui s'appelle Des Calanques et des Hommes. Et dedans, il y a aussi bien des pratiquants autonomes que la FFME, que la FFCAM, que la FSGT. Il y a même les pompiers du coin qui viennent s'y associer, former les gens, aider à nettoyer. Je crois que mardi dernier, il y a eu une énorme session d'entretien d'un bout de ces falaises. Et voilà. Oui, pour dire l'association Les Calanques et des Hommes, c'est une association qui a été montée par un ami à moi. Il est sûr que les fédérations, on a une limite de manœuvre par rapport aux représentants des collectivités territoriales. Il s'avère qu'une association telle que celle-là a un peu plus de liberté pour dire ce qu'elle pense et pour faire des actions en cas de difficulté, quand on n'arrive pas à régler les choses, entre guillemets, à l'amiable. Mais à côté de ça, on fait des choses constructibles. Et c'est vrai que dernièrement, le Cap Canaille, qui se situe entre Cassier et La Ciotat, il y a des opérations de nettoyage importantes qui ont été menées. Voilà. Et je tiens à remercier la présence de l'élu d'Orpierre, qui a été une commune qui a été avant-gardiste pour se dire que les activités de pleine nature avaient un certain intérêt. Mais malheureusement, ce qui est valable dans des départements comme le 04, le 05, ou l'Ardèche et d'autres départements, n'est pas forcément applicable dans le département. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on n'a pas de zone pauvre où il y a une activité à développer. La seule zone qui est pauvre dans les Bouches-du-Rhône, c'est la ville de Marseille. Donc les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais pour dire qu'on doit trouver des accords avec les collectivités territoriales qui sont autres que de leur faire ressortir une attractivité de leur commune par les sports de pleine nature, malheureusement. Voilà. Et juste pour terminer,
Juste pour terminer, je voulais citer qu'on a une activité quand même assez extraordinaire, parce que finalement, qu'on commence l'escalade sur un mur d'une structure artificielle ou sur un petit bout de falaise, et ben, si on aime, on peut terminer aussi bien sur un podium olympique que sur un sommet himalayen ou à faire de belles voies dans les calanques. Donc je trouve qu'on a quand même une activité assez extraordinaire là-dessus. Évidemment, complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude. Je vais revenir un peu sur Terre, je suis désolée. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et je pense qu'il est primordial qu'on travaille tous ensemble et pas chacun dans sa chapelle, et en particulier face aux compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance, elles ont leur logique. Et je dis, attention, ça fait des années que je le répète, les sports de nature sont en danger, parce qu'on a l'obligation d'être assuré, et de plus en plus, avec la segmentation des contrats, c'est-à-dire j'assure le petit risque et je vous laisse le gros, on risque de se trouver dans l'impossibilité d'assurer ces activités. Alors je rejoins complètement Jean-Claude, moi je fais de la montagne depuis longtemps, vous avez vu mon âge, j'ai fait beaucoup de choses et je souhaite que mes enfants et mes petits-enfants puissent faire la même chose. Je vous invite à remercier nos intervenants par vos applaudissements pour cette table ronde. Merci beaucoup Fred, Rosa, Jean-Claude, Bénédicte d'être là. Merci à vous d'être là, merci monsieur le maire. Et ma foi, très bon salon de l'escalade à vous, on se revoit pour d'autres tables rondes. Bon après-midi.